J'ai toujours su que j'avais ma place en fait dans le milieu de la musique. Je pense qu'il y a deux façons de voir la vie. En effet, il y a le côté où on se cogne contre un mur et on se dit bon, c'est là la direction et je vais que là et j'avance et je me cogne contre le même mur. Ou alors on se dit bah en fait je suis le flot de la vie en fait et peut-être que la vie elle m'amène dans cette direction-là. Mais ça veut pas dire que j'arrête la musique, mais ça veut dire que j'accepte les mouvements de la vie, les rencontres et donc c'est comme ça que mon chemin il a tellement évolué et changé et moi-même je suis surprise. Vraiment, vous attendez presque, de manière un peu mystique, hein, une forme de signe qui vous dit, bon, comment je vais me sortir de là? Et vous faites des rêves. C'est ça? Ouais, c'est ça. Récurrent. Alors à un moment donné, je me dis, mais Loubiana, ton rêve, c'est de faire de la musique, mais c'est pas de vivre comme ça. C'est pas d'être constamment dans l'angoisse, de prendre des anti-stress avant de monter sur scène. Et donc je demande à la vie, à l'univers, comme on l'appelle, de m'envoyer un signe. Et là, j'ai ces rêves et je me sens tellement bien, tellement paisible dans ces rêves où je joue une sorte de petite harpe comme ça posée sur mes jambes. Et puis je cherche en fait cet instrument. Je le cherche et je le trouve pas. Je demande à mes proches, je dis je rêve d'une sorte de petite harpe mais machin et on m'envoie plein d'images et tout ça, c'est pas ça. Et puis à un moment, je dis à ma maman bon, je vais arrêter le conservatoire. Je dis j'en peux plus, je tiens plus. Et elle me dit ben écoute, avant de décider d'arrêter, on fait une semaine au soleil avant tes examens, etc. Et on part une semaine à Majorque, en Espagne. Et là, sur la grande place, j'entends le son de la kora. Et ça me cloue sur place, quoi. Et je regarde partout autour de moi et je dis maman, mais ça vient d'où? Elle me dit mais je crois que c'est ça, je crois que c'est cet instrument-là. Ça veut dire que dans les semaines qui suivent, vous vous dites je vais apprendre cet instrument, donc il faut déjà trouver une kora à Bruxelles, je sais même pas où on en achète une. Ce chemin qui pouvait être tellement compliqué, jouer de la kora pour un instrument qui n'a pas de partition, un instrument qui s'achète pas en magasin, un instrument qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui est joué par les hommes, qui est réservé aux hommes. On pourrait se dire tous les blocages sont là. Oui. Et pourtant c'était mon chemin en fait. Et peut-être que moi mon chemin de The Voice, de médiatisation et directement de succès rapide, c'était pas mon chemin. Mais pour la kora, tout a été tellement simple et fluide. Quand je découvre la kora, je rentre à Bruxelles. Et à ce moment-là, mon manager me dit je connais quelqu'un, enfin j'ai trouvé quelqu'un sur le net et qui s'appelle Vincent Wilkin. C'est lui mon premier professeur de kora. Et il me dit écoute Loubiana, moi je t'ai suivi à The Voice, j'adorais apprendre à chanter. Si tu veux, tu me donnes des cours de chant. Moi je te donne des cours de kora et tu me payes rien. Et en fait, c'est des cours qui durent 4 heures, 5 heures. Ah oui. Que j'aurais jamais pu me payer. Parce que non. Comme la kora, c'est un instrument qui s'écrit pas, c'est comme une transe. On peut jouer 4 heures, 5 heures. Et je jouais avec lui comme ça tous les jours. Et Vincent Wilkin me dit, écoute, lui, il a appris au Mali avec Toumani Diabaté. Qui était vraiment une des légendes, enfin qui vient d'une descendance de 70 générations de griots. 71e, ouais, c'est ça. Il est décédé, là, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et il me dit, écoute, j'ai parlé de toi à Toumani, il voudrait te rencontrer, parce que comme c'est un instrument qui se joue pas par les femmes, et puis qui est réservé vraiment aux hommes d'Afrique de l'Ouest. Et donc il vient, il faisait un concert à Gand avec son fils Sidiki, et ils m'ont invité à partager un repas ensemble. Et donc moi, c'était une de mes grosses interrogations, parce que je me dis, moi je joue de la kora, mais je suis une femme, je viens pas d'Afrique de l'Ouest, je viens d'Afrique centrale en plus, je suis métisse. J'ai pas envie que ça fasse une appropriation culturelle et qu'ils se disent, ouais, elle vient, elle débarque, elle prend la kora. Et on a beaucoup discuté pendant ce repas, et Toumani m'a dit que si j'avais rêvé de la kora, c'est qu'elle m'avait choisi. Ah. Parce que c'est comme ça qu'elle apparaît. Et qu'est-ce que cet instrument, maintenant que vous le maîtrisez, a de foncièrement différent de tous les autres? Déjà, c'est un des rares instruments qui se joue face à soi, sur soi. C'est fait d'un fruit, d'une calebasse, qui a une caisse de résonance. Quand tu la poses sur tes genoux, tu ressens tellement de vibrations. Moi, la kora, je pense sincèrement qu'elle a le son de mon âme. C'est un instrument qui me bouleverse, c'est un instrument qui m'émeut, c'est un instrument qui... Franchement, la kora, c'est une bénédiction dans ma vie, quoi. Elle m'a permis en plus de me rapprocher de mes racines africaines, parce que c'est pour apprendre la kora que je retourne en Afrique.
Et puis surtout, en apprenant cet instrument, en passant beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest auprès de ces hommes, ces griots, je me suis sentie tellement accueillie, tellement... Voilà, même Toumani qui m'a accueillie chez lui à Bamako. Et j'ai été vraiment accueillie comme une fille du pays. Et c'est la première fois que j'ai pu me dire, oui, en fait, je suis africaine et j'ai des origines qui sont plurielles. Moi aussi, j'ai envie de me rapprocher de mes propres racines africaines. Et là, j'ai plus laissé le choix à mon père. J'ai dit, bon, on réserve les billets, on part. Il m'a dit, attends, j'ai tout payé. J'ai tout payé, maintenant on y va. Et donc, on part au Cameroun tous les deux. Et là, vous êtes repartis après presque 10 ans. Hein. Je tends mon passeport à la douanière. On va encore m'appeler la Blanche, c'est ça? Oui, c'est ça. Je veux dire, on va encore m'appeler la Blanche, on va encore me faire payer 3 fois le prix. C'est toujours le cas, on m'appelle toujours la Blanche, on me fait toujours payer 3 fois le prix. Mais je me disais, si ça se trouve, là, ça va être que ça, quoi. Et là, j'arrive, je tends mon passeport à la douanière, et elle l'ouvre, et elle voit mon nom, et elle appelle sa collègue, elle dit, regarde, c'est Nkepaou, c'est notre fille. Elle me dit, bienvenue à la maison. Ah, pas mal. Et puis là, elle met le tampon. Et là, ça va être différent cette fois-ci. Là, c'était différent, ouais. C'était différent. Et ça vous apporte quoi de renouer avec la famille, en plus, j'imagine, hein? Vous êtes devenue une femme, entre-temps. Je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir mes grands-parents en vie, que j'ai beaucoup de chance qui m'ait attendu tout ce temps. Et puis de retourner dans cette case familiale. Il faut marcher longtemps, il y a la brousse, il y a un petit chemin. Mon grand-père, il avait une machette pour débroussailler les herbes hautes. Et puis on arrive, et puis en fait, tout m'est revenu. Et tous ces rites et ces cultes que je trouvais tellement... Enfin, moi, j'avais l'impression de perdre mon temps, en fait, quand j'étais enfant, que j'allais là. Parce que je disais, mais on fait rien, on est là, on attend. En plus, c'était la saison des pluies. On attend que le temps passe. Et là, en un coup, je me suis dit, mais quel cadeau, en fait, mes grands-parents m'ont offert.